pour autant. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et avec nos esprits libres du jour, Anne de Guigné, reporter et journaliste au Figaro. Bonjour Anne. Bonjour David. Et Jean-François Colosimo, essayiste, spécialiste des religions, éditeur et ancien président du Centre national du livre. Je le précise parce que c'est important pour la suite en ce jour de livraison des prix littéraires. Mais on va commencer par un sujet aride que vous allez rendre tout à fait vivant, Anne de Guigné, puisque vous posez une question. Pourquoi séparer ce budget du budget tout court, le budget de la sécurité sociale? Pourquoi ne pas réunir les deux? Après tout, les déficits, ce sont les Français qui seront amenés un jour ou l'autre à les payer. Mais oui David, et surtout que c'est vraiment une spécialité française. Dans les autres pays, ont un budget. Nous, c'est assez absurde. Donc on a le budget un peu royal de l'État d'abord. Et d'ailleurs là, vous voyez, Charles Bonner nous l'a dit tout à l'heure, l'examen de la première partie n'est même pas terminé. On fait une pause parce qu'il faut respecter le calendrier budgétaire pour lancer l'examen du budget de la sécurité sociale, avant de revenir sur la première partie du budget, tout ça à l'Assemblée, on ne vous parle même pas du Sénat. Donc on ne comprend rien, sachant en plus qu'aujourd'hui, la plupart des dépenses viennent de la sécurité sociale. Pour le budget 2026, vous avez à peu près 815 milliards côté sécurité sociale de dépenses, 600 pour 680 côté État. Donc vous voyez, ça a vraiment la sécurité sociale aujourd'hui est l'essentiel. Et donc le mettre à part comme un petit sous-budget qu'on fait par ailleurs n'a aucun sens. Et je renvoie nos auditeurs à l'interview de Nicolas Dufour vendredi dernier, qui évoque la dette sociale de la France, 2/3 de la dette publique, ce qui veut dire que notre régime d'État-providence, Jean-François Colosimo, est devenu le cœur du sujet. Parce que souvent on dit il faut moins de fonctionnaires, il faut aller gratter dans les administrations, mais si on écoute les spécialistes, on s'aperçoit que c'est la question sociale qui est au centre du creusement de la dette. Oui, moi je crois que depuis une quarantaine d'années, on a fait le choix de la société du chômage et de la société de l'assistanat, et que c'est ça le cœur du problème français, avec tous les risques de désocialisation que, évidemment, cette option entraîne, puisque en fait on est obligé de compenser, je dirais, ce non-éloge du travail, cette non-rétribution du travail, on est obligé de la compenser par quoi? Par des espèces d'amortisseurs sociaux qui en fait grèvent le budget de l'État. De ce point de vue-là, le rapport de la Cour des comptes est complètement alarmant. De toute façon, c'est très simple. La sécurité sociale va inexorablement, si rien n'est fait, vers la cessation de paiement. Donc, à un moment, on verra bien que ce système est vraiment devenu, je dirais, calamiteux. C'est le fond du problème. Mais c'est quoi la réponse? La réponse, c'est de restaurer la valeur travail. Ce qui nous ramène à un sujet aussi important, en fait, les retraites, n'est-ce pas? Et donc, on voit bien que c'est lié, et c'est le cœur, en fait, je dirais, de l'aveuglement français, à savoir une espèce de négation, tout simplement, des fondamentaux économiques. Anne de Guigné, comment expliquez-vous qu'avec le temps, la sécurité sociale soit quasiment devenue une sorte de pacte social qui agrège les Français? Évidemment, dès qu'on voudrait y toucher, ou rembourser moins, ou aider un peu moins, immédiatement, on va vers la casse sociale, et les Cassandres, évidemment, vous promettent une explosion sociale, une quasi-guerre civile, et que finalement la dette a servi à financer la cohésion sociale. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'inversion, c'est-à-dire un financement du pacte social par l'endettement, ce qui est un peu marché sur la tête. Ce qui est complètement fou. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'au départ, il y avait deux budgets, parce que l'idée que la Sécu, c'était les cotisations qui les finançaient, il n'y avait pas de dette. Donc on voit bien aujourd'hui, l'essentiel de la dette, c'est la Sécu. En fait, parce que vraiment, le programme de 45 a été complètement sorti de l'ornière. L'idée, c'était qu'il n'y ait plus d'assistance en France. On sorte un peu du côté les dames paroissiales qui aident les pauvres, qu'il y ait un système d'assurance. Chacun s'assure, travaille en effet, donc est assuré, et va avoir droit à des prestations sociales. Mais peu à peu, quand le chômage de masse est revenu dans les années 80, est revenue cette idée d'assistance. Alors, on l'appelle plus assistance, ça serait moche. Maintenant, on parle de solidarité. Mais maintenant, la sécurité sociale a été complètement dévoyée pour revenir à un système d'assistance un système d'assistance qui a pris la place de l'assurance, et on est dans un entre-deux aujourd'hui complètement bâtard, qui rend même compliqué d'en parler, de comprendre de quoi il s'agit. Jean-François Colosimo, je vais vous faire des gammes là quand même, parce que vous êtes un spécialiste des religions et on est en train de parler de l'État-providence.
exercice quasi philosophique pour vous, d'essayer de comprendre ce qui nous arrive avec ce mot et avec sa déclinaison politique. C'est assez simple, n'est-ce pas? Alors, je vais vous le dire, c'est assez simple. C'est qu'à partir du XVIIe siècle, c'est ça la modernité, l'État prend la place de Dieu. Il est omnipotent comme Dieu, il peut tout. Il est omniscient comme Dieu, il sait tout, n'est-ce pas? Et puis il est providentiel comme Dieu, c'est-à-dire que dans votre vie, Dieu intervient, n'est-ce pas, pour en fait assurer quoi, votre perpétuation. Mais alors qu'est-ce que c'est que la dette dans cette quelle métaphore vous trouvez sur la dette dans cet univers-là? Alors c'est ça, c'est que Dieu c'est aussi la grâce, n'est-ce pas? Et la grâce c'est la gratuité. Donc on a inventé en France ce terme de prestation sociale. Mais en fait en bon français, une prestation c'est quoi? C'est un service contre un paiement. Il y a un retour d'investissement. Dans les prestations sociales françaises, c'est de la pure gratuité. C'est un don de Dieu. Comme alors. Dieu dispense sa grâce. C'est un don de Dieu. Alors qu'en plus, comme on est dans un pays assez d'essence catholique, Dieu dispense sa grâce sur tout le monde. Si on était dans un pays protestant, il y aurait des élus qui sont en fait la classe bourgeoise qui émerge au même moment, tandis que nous, il y a ce sentiment du peuple qui s'est infusé dans la République. Alors, s'il y a une question de solidarité, la véritable question de solidarité aujourd'hui, ça serait de se demander comment est-ce qu'on donne les moyens de leur autonomie aux gens. Alors que, en fait, on crée véritablement des gens qui sont dépendants. Et cette dépense est devenue comme une drogue. Anne de Guigné, est-ce que la France peut rester, malgré tout, une république sociale? Que doit-elle faire pour cela? Évidemment, elle doit resserrer les cordons de la bourse, faire attention à l'endettement de ces régimes. Est-ce qu'elle en est capable? Et puis, elle doit faire attention aux différentes générations, parce qu'aujourd'hui, la France est une république sociale, mais sur le dos des plus jeunes générations. Parce que comme vous le disiez, David, le système financier ne fonctionne pas sur le moyen terme. Donc il faut remettre au carré les comptes. Alors c'est pas romantique, hein. On revient c'est vraiment du terre à terre, mais aujourd'hui le système ne marche pas et la promesse ne fonctionne que pour les générations actuelles. Donc tous les plus jeunes auront une retraite absolument laminée, sans parler de leur protection, sans parler de leur santé. Et donc il faut, pour que la promesse tienne, et à faire des réformes sérieuses. Et on voit bien que c'est pas dans le budget actuel, où le Premier ministre a déjà dit qu'il reviendrait sur le gel des pensions, le gel par rapport à l'inflation et le gel des prestations. Il a déjà abandonné ça à peine les débats commencés. Donc on voit bien que le budget va continuer, l'inflation des coûts va se poursuivre cette année encore. Donc il faut quelqu'un qui ait le courage de porter un discours. C'est de l'arithmétique, un discours de vérité sur le sujet. Après la dette, le prix, non pas le prix de l'endettement, mais les prix littéraires. Je me tourne vers vous, Jean-François Colosimo. Prix Femina, accordé hier à Natacha Apana pour La Nuit au cœur. Le Goncourt et le Renaudot seront annoncés aujourd'hui. Ce sont les prix les plus connus. Jean-François, vous êtes éditeur, vous avez présidé le Centre national du livre. Que pouvez-vous nous dire sur ce rituel critiqué, mais peut-être assez vital pour l'industrie du livre? Alors d'abord, la France, c'est pas le pays des centaines de fromages, c'est le pays des milliers de prix littéraires. Il y en a probablement 2000, ce qui fait que si on en donnait quotidiennement, ça en ferait 6 par jour. Mais évidemment, il y a des prix qui sont particularistes, il y a des prix qui sont mémorialistes, il y a des prix qui sont très bien dotés financièrement, mais qui ne rapportent pas de vente réelle. Novembre, c'est la saison. C'est la saison décisive pour l'industrie du livre en France. Parce qu'il y a Noël et qu'il y a des cadeaux derrière? Parce que Noël est un moment de fort achat et qu'il y a cette concentration de ces grands prix qui sont des prix non seulement de prestige, mais de vente. Alors évidemment, il y a le prix Goncourt, il y a le Femina, il y a le Renaudot, vous l'avez dit. En plus, il se décline. Il y a l'Interallié, il y a le Médicis. En plus, il se décline parce qu'il couronne très souvent une œuvre, pas toujours, mais une œuvre de fiction et une œuvre de non-fiction, un roman et un essai, voire parfois une biographie. À quoi sont ajoutés des prix populaires de lecteurs, le prix France Inter, le prix Fnac, n'est-ce pas? Tout cela, c'est important parce que ça va avoir une valeur de prescription. Le plus prescripteur, c'est le prix Goncourt. Est-ce qu'il est à chaque fois mérité? Est-ce que ces jurys, et ce jury, je pense au Renaudot aussi, au Femina, récompense des bons livres? Et là, je vous demande votre point de vue d'éditeur. Alors, c'est une manière de railler les prix, évidemment, que de faire la liste de tous les ratés.
Il y a des ratés. Oui, l'année où Céline publie Voyage au bout de la nuit, il n'a pas le prix Goncourt. Il y a des oubliés aussi. Quand on regarde les listes, parfois on se demande de qui s'agissait-il. Non, mais qui est des oubliés, c'est possible, parce qu'il y a beaucoup de... Il y a peut-être beaucoup de très bons manuscrits. Mais est-ce que parfois des auteurs sont récompensés parce qu'ils sont mauvais? Non, mais il y a parfois aussi des auteurs dont le livre qui est récompensé n'est pas le meilleur livre, mais c'est aussi une forme de reconnaissance de leur œuvre, n'est-ce pas? Et puis, c'est une alchimie compliquée, parce qu'il faut aussi que cet auteur, il ait un éditeur qui soit capable de suivre toute la promotion, n'est-ce pas, qui va découler de ce prix. Vous voyez, un prix Goncourt, un bon prix Goncourt, c'est entre 350 000 et 500 000 exemplaires. Ce qui veut dire un chiffre d'affaires brut, hein. C'est pas ce que touche l'éditeur à la fin. Enfin, les libraires sont intéressés, le diffuseur, le distributeur, de 8 millions d'euros. Pour l'auteur, un prix Goncourt, c'est traduction dans une vingtaine de langues. Pendant 1 an, il va faire, en fait, un circuit mondial, tellement ce prix est prestigieux. Le Renaudot est très important aussi, il faut le dire, n'est-ce pas? Donc, le féminin, voilà. Après, il y a eu des guerres. Vous voyez, il y a une époque, dans les années 80, on brocardait le prix Interallié, c'est plus le cas, on l'appelait l'Intergracé, parce que c'était Grasset qui avait le prix. Ah oui. Voilà. Le prix féminin, le prix Goncourt, ces dames du féminin, ça a été créé parce que... Au début du siècle, on trouvait que le Goncourt, c'était trop une affaire d'hommes. Pas bon. Goncourt et le féminin, ils ont fait la paix en 2000, parce qu'en fait, il y avait une course pour savoir qui allait primer qui. Et aujourd'hui, en fait, ils alternent chaque année le jour de leur annonce. Pourquoi? Parce que très souvent, on a les mêmes auteurs ou autrices dans les mêmes listes, et d'un coup, vous espériez avoir peut-être le plus haut de l'échelle, mais vous êtes primé entre-temps et vous êtes évacué. Évidemment, oui. Donc, il y a là des stratégies que suivent les éditeurs confirmé dans ce genre d'exercice. C'est une grande fête, mais c'est surtout une manière de dire que beaucoup de Français, ça va être pour eux le livre de l'année. Et ça, c'est important pour la librairie. Anne de Guigné, un dernier mot. Est-ce que vous lisez les Goncourt? Est-ce que pour vous, c'est un instrument de soft power de la France? Puis on parlait des traductions. Oui, les romans, bien sûr, et les Goncourt aussi. Et moi, je lis pas spécialement les Goncourt, mais j'essaye. Moi, j'ai été intéressée là par le Carrère, donc on va voir s'il l'a ou pas. Mais c'est vrai que c'est très impressionnant de voir comment la carrière des écrivains, de loin, on se dit, c'est une consécration. Le jury va évidemment choisir la beauté du texte. Et puis en fait, c'est des choix évidemment très politiques. Donc voilà, écoutez, on verra ce que Jean-François. C'est la France. C'est la France. On saura ça vers midi. Spécialité française, les prix littéraires. Mes amis, on va se quitter. On est très en retard avec une jeune retraitée, la pianiste portugaise Maria João Pires, 81 ans. Elle a décidé de mettre un terme, hélas, à sa carrière. Je vous recommande son portrait par Philippe Gau sur radioclassique.fr. On va se quitter avec son interprétation du concerto pour piano numéro 23 de Mozart. C'est le début. Maria João Pires qui ne sera jamais à la retraite grâce au disque et à Radio Classique.